Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de dyslexie, on va parler d'Einstein et de biais cognitifs. Alors de quoi il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien en France en tout cas, de plus en plus de cas de dyslexie sont notés dans les écoles, donc il n'est pas rare d'avoir des classes où à peu près 50%, donc la moitié des élèves sont déclarés dyslexiques. Alors, je dis pas diagnostiqués, je fais ici une nuance et elle a son sens. Je dis bien déclarés et non pas diagnostiqués. Vous verrez plus tard pourquoi. Quels sont les chiffres que l'on a de dyslexie dans la population? Selon l'Association européenne de la dyslexie, c'est entre 9 et 12% de la population qui a une dyslexie. Et en Angleterre, selon donc un documentaire de la BBC, pu rapporter que environ 10% de la population d'adultes en Angleterre souffre d'une dyslexie. Une méta-analyse récente, donc une méta-analyse, c'est réunir toutes les analyses, toutes les études qui ont été faites sur le sujet et dans faire un résumé et pour en tirer une conclusion générale. Et selon une méta-analyse récente, donc disais-je, entre 4 et 8% des enfants aux USA ont une dyslexie. Donc vous voyez que là, il y a un problème entre lorsque vous avez 50% d'élèves dans une classe sont déclarés dyslexie et la réalité statistique documentée, prouvée, étudiée sur le taux de dyslexie dans une population. Donc il y a vraiment une différence. Alors pourquoi cette différence entre l'estimation réalisée par des gens sérieux et les déclarations de parents, d'enseignants, voire même de spécialistes? La première, c'est que il n'y a pas véritablement de diagnostic. Très souvent, les enfants qui sont déclarés dyslexiques ont rarement été diagnostiqués. Le diagnostic passe par l'orthophoniste et ensuite validé par un neuropsychologue. Donc pas toujours les parents font cet effort de véritable diagnostic. Le fait que, eh bien oui, mon enfant ait des difficultés à lire et à écrire et que finalement les enseignants sont plutôt d'accord avec ce que je pense, voilà, boum, voilà l'enfant déclaré dyslexique sans véritable diagnostic. La deuxième raison, qui est beaucoup moins connue et qui va être notre sujet aujourd'hui, c'est que les diagnostics peuvent être biaisés. Comment est-ce possible? Comment un diagnostic peut être biaisé? D'autant que l'on a affaire à des spécialistes, à des gens sérieux. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Peut-être que vous avez déjà entendu parler que Einstein avait une dyslexie. Alors on n'en sait rien du tout, parce que Albert Einstein pouvait peut-être avoir des difficultés de lecture et d'écriture dans son enfance, mais il n'a jamais été diagnostiqué de quoi que ce soit, donc on ne peut pas en déduire qu'Einstein avait une dyslexie. Cela ne posait pas de problème à Einstein d'avoir des correspondances avec ses collègues. Je doute fort que, comme le dit la légende, Einstein avait une dyslexie. Mais bon, c'est pas le sujet. Notre sujet ici, c'est bien cette histoire de l'univers fini statique. Alors, ça va être très léger, je vous rassure, mais c'est très instructif. C'est que, eh oui, Einstein a fait une grossière erreur. Un scientifique de renom, glorifié par sa théorie de la relativité. Donc ça commence par une histoire d'univers fini et d'univers statique. À savoir que à l'époque, donc nous sommes dans les années 1910-1920, eh bien la communauté scientifique partageait un consensus sur un univers fini et statique. Donc notre univers était forcément fini avec des frontières et donc statique, à savoir il n'y avait pas de mouvement. Einstein porta cette démonstration à partir de sa théorie de la relativité, a fait des calculs et il est abouti que, évidemment, l'univers était statique et non dynamique, donc il publie ses travaux. Et en 1922, Alexander Friedman, donc mathématicien russe, remet en cause dans ses calculs une fameuse constante cosmologique d'Albert Einstein. Alors, ce fameux mathématicien dit demande à Einstein par correspondance, mais là vous avez fait une équation qui démontre que
Finalement, l'univers est dynamique et expansif. Vous avez mis une constante, qu'on appelle constante cosmologique, qui fait que dans vos calculs, ça accrédite la thèse comme quoi l'univers est fini. Évidemment, grosse surprise d'Einstein, qui au départ proteste vivement de la découverte de Friedman, et ensuite admet son erreur. Oui, Einstein, le célèbre Einstein, savant, a été pris en défaut de traficotage d'une équation pour démontrer que finalement l'univers était fini et pour aller dans le sens d'un consensus scientifique, alors qu'en fait son équation démontrait l'inverse. En 1923, Einstein reconnaît publiquement dans une revue son erreur. Oui, il a fait une erreur. Oui, cette constante cosmologique qu'il a introduite dans son équation n'avait pas lieu d'être. Et oui, l'univers est expansif, dynamique. Et l'univers en expansion d'ailleurs et dynamique a été confirmé par Edwin Hubble en 1929. C'est pas tant que Einstein ait fait une erreur ou pas. C'est le biais cognitif. Les biais cognitifs chez Albert Einstein. Il faut savoir qu'un biais cognitif, je le rappelle, c'est simplement un phénomène du cerveau. Le cerveau trie l'information. Le cerveau est amené à distordre la réalité et donc à amener un jugement qui est faux, ou en tout cas qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Et donc le biais cognitif chez Albert Einstein, c'est le biais cognitif de la conformité. Et la communauté scientifique avait un consensus autour d'un univers fini et statique. Donc, la communauté scientifique qui est un groupe, il est difficile d'aller à contre l'avis d'un groupe. C'est ce qu'on appelle le biais de conformité. Lequel biais de conformité a été découvert, en tout cas démontré par l'expérience de H, et qui montre que vous avez un groupe qui dit quelque chose de faux, et donc il introduit une personne, et cette personne est influencée par le groupe. Et cette notion de groupe commence à 2 personnes. D'ailleurs, il démontre dans une expérience célèbre d'un ascenseur que, en fonction du comportement de 2 personnes, influencer le comportement de la 3e qui vient de rentrer. Voilà. Donc, je développe pas plus parce que j'ai fait une vidéo que vous pouvez consulter. Je pense que Einstein voulait se conformer au consensus scientifique, et pour se conformer au consensus scientifique, il a introduit cette constante qui induisait des calculs faux. Vous me direz, oui, mais bon, tu nous parles d'Einstein, ok, on veut bien avoir le biais de conformité de H, mais bon, ça s'arrête là. Eh bien, non. Ici, une expérience intéressante, c'est le canular du château Colombier. Alors, qu'est-ce que le château Colombier? C'est tout simplement un vin qui n'existe pas. Donc, ça vient de l'émission de la RTBF, On n'est pas des pigeons. Et dans cette émission, donc, il y avait un animateur qui s'appelle Eric Boschmann, qui fut le meilleur sommelier en Belgique, donc meilleur sommelier en 1998. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un canular a été fait pour le bien de l'émission. Il y a eu une présentation d'un vin, d'une piquette, a été acheté au supermarché du coin, à 2,50€ le litre, et qui a été maquillé dans un fameux château Colombier. Le château Colombier, évidemment, qui n'existe pas, et présenté par Eric Boschmann lui-même à tous les juges sommeliers célèbres qui ont dégusté ce château Colombier. Et tous les membres du jury ont tous fait l'éloge de cette piquette à 2,50€ déguisée en château Colombier. Et comment est-ce possible? Comment ces juges sommeliers des sommités dans leur domaine ont pu être trompés? Tout simplement par un biais cognitif qu'on appelle le biais de la bonne impression, ou encore effet de notoriété ou effet de halo. Ça veut dire que la bonne impression par un expert reconnu, donc ici vous avez Eric Boschmann, et l'étiquette aussi sur la bouteille, le château Colombier. Donc vous avez les conditions réunies pour créer une bonne impression et donc modifier la croyance des juges, à savoir là certainement nous avons affaire à un très bon vin, alors qu'en fait il s'agissait d'un vin à 2,50€ le litre, une vulgaire piquette achetée dans le supermarché du coin. Et donc vous voyez combien une notoriété, une image induit la sensation de l'expertise, de la qualité, alors qu'en fait concrètement il n'en est rien. Vous voyez que les biais cognitifs c'est quelque chose de vraiment réel qui joue auprès même de spécialistes et de scientifiques. C'est vraiment pas quelque chose à ignorer.
Alors, comment faire, me direz-vous? Déjà, être conscient de ces différents biais. Si vous êtes un parent, par exemple, bien soyez conscient que ces biais existent, même chez les experts, même chez des scientifiques. Vous avez le biais du conformisme, c'est ce qu'on a vu. Vous avez le biais de notoriété, ou ce qu'on appelle effet de halo. Formulez une demande la plus neutre possible. Donc, quand vous allez voir un orthophoniste, par exemple, pour faire diagnostiquer votre enfant, formulez votre demande la plus neutre possible, à savoir, notre enfant a des difficultés de lecture et d'écriture, qu'en pensez-vous? Vous voyez ici, il n'y a aucune induction d'un biais quelconque, et demandez quelles sont les solutions possibles. Ensuite, acceptez que l'enfant n'ait pas de dyslexie. C'est vrai que quand vous avez un enfant, surtout quand c'est le vôtre, où vous êtes parent, qui a des difficultés de lecture, d'écriture, et qui a des difficultés avec les lettres, on peut légitimement soupçonner une dyslexie, bien entendu. Mais quand vous allez voir un spécialiste, là aussi, pour ne pas induire le spécialiste en erreur, à savoir l'orthophoniste, acceptez aussi l'hypothèse que votre enfant n'ait pas de dyslexie, mais simplement des lacunes d'écriture et de lecture suite à des blocages d'apprentissage, par exemple. Vous pouvez aussi avoir un profil de compréhension de type kinesthésique. Alors attention, un profil de compréhension de type kinesthésique dans le modèle de cette profil d'apprentissage. Je vois beaucoup de choses sur les profils kinesthésiques qui circulent sur internet qui ne correspondent en rien les 7 profils d'apprentissage. Donc là je parle dans le cadre de cette profil d'apprentissage. Je ferme la parenthèse. Mais c'est important de voir effectivement est-ce que votre enfant est plutôt d'un profil plutôt kinesthésique qui de fait lui pose des problèmes de compréhension, de visualisation aussi de lettres. Je prends mon exemple, si à l'époque en primaire j'aurais dû redoubler 2 fois parce que j'avais de grosses difficultés de lecture et d'écriture. Et pour autant, je suis pas dyslexique, j'ai écrit 2 livres, j'écris régulièrement. Si j'étais dyslexique, j'imagine que j'aurais de grosses difficultés à écrire un bouquin. Donc j'avais en fait des blocages d'apprentissage qui auraient pu faire croire à une dyslexie si à l'époque j'avais été diagnostiqué. En cas de diagnostic positif, pensez à faire une validation auprès d'un neuropsychologue et déterminer l'intensité de la dyslexie légère ou sévère. Si vous allez voir la neuropsychologue en lui disant les enseignants et l'orthophoniste a démontré, a diagnostiqué une dyslexie chez notre enfant, qu'en pensez-vous? Là vous voyez très bien que vous induisez un biais, le biais de conformité, à savoir les enseignants des spécialistes de l'éducation, une orthophoniste émettent un avis, et donc là vous avez 2 avis d'experts qui vont influencer fortement l'avis de la neuropsychologue, qui risque d'aller dans le même sens. Et évidemment, ils ont des tests. Mais même, je vous rappelle l'histoire d'Einstein. Alors, quand je dis des problèmes de diagnostic, ça ne veut pas dire que le diagnostic est faux. Simplement, le diagnostic est soumis à des biais. Quand vous allez voir un orthophoniste, si vous lui dites oui, mon mari et moi, ou ma femme et moi, peu importe, nous constatons que notre enfant a des problèmes de lecture, il est certainement dyslexique, et que ça a été confirmé par les enseignants, notamment les enseignants spécialisés, vous voyez, là aussi, auprès de l'orthophonie, vous induisez un biais de conformité. Vous et des enseignants qui sont des spécialistes de l'éducation ont diagnostiqué ont repéré une dyslexie. Donc, vous allez inévitablement indiquer un biais au spécialiste, ici l'orthophoniste, qui, dans son analyse, dans son diagnostic, va créer des biais et donc des erreurs. Donc vous voyez comme quoi les choses ne sont pas simples. Alors, quand on voit plus de la moitié des élèves dans une classe sont déclarés dyslexiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont diagnostiqués dyslexiques. 2, évidemment, ils ne sont pas forcément tous diagnostiqués, ils n'ont pas tous eu un diagnostic, et tant bien même ils aient eu un diagnostic, le diagnostic a pu subir des biais, un biais de conformité, comme on l'a vu, et aussi l'effet de halo, le fait qu'un spécialiste ou comme un enseignant déclare que l'enfant est dyslexique. Donc pensez bien à ça. Et lorsque vous êtes amené à voir un spécialiste pour un diagnostic, soyez le plus neutre possible en ayant en tête attention à ne pas induire un biais auprès du spécialiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé. Évidemment, si vous avez des questions, en commentaire. Vous avez aussi le guide gratuit dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.